Le 5 mai 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Le Grand Jeu, texte intégral. Depuis bientôt 5 ans, M. Jacques Feder n'avait pas eu à se féliciter de cette fortune qui, dans le cinéma plus que partout ailleurs, échoua si insolemment aux médiocres. Déjà, son dernier film muet, Les Nouveaux Messieurs, satire si malicieuse des parlementaires, avait pâti de la censure. Les débuts du cinéma sonore le trouvèrent à Hollywood, honneur que n'avait encore obtenu aucun metteur en scène français. On l'enviait bien à tort. Dans la firme la plus timorée, la plus commerciale d'Amérique, la Metro-Goldwyn, il ne fut qu'un artisan entre mille, attaché le plus souvent à une besogne de copiste, privé de tous ses délicats moyens d'expression. Rentré en France, il trouvait les places prises, la production désorganisée. On apprenait, non sans tristesse, que Jacques Feder avait frappé vainement à la porte de plusieurs studios. Enfin, après cette longue éclipse, apparaît Le Grand Jeu, un film qui n'est sans doute pas impeccable, mais plus attachant que beaucoup de réussites accomplies, nous affirmant surtout que l'auteur, malgré des expériences si pénibles, malgré l'exemple de ses meilleurs compagnons, ne s'est pas démis, n'a rien résigné de ses ambitions et de sa personnalité. Il a écrit lui-même son scénario avec la collaboration de M. Spaak. Cela débute comme n'importe quelle adaptation théâtrale. Un jeune homme trop beau, trop élégant, une femme effroyablement blonde, dans une auto trop grande, une garçonnière trop moderne, un de ces intérieurs de cinéma semblables à une vitrine de décorateur et où personne, jamais, ne pourrait vivre. Le dialogue, coquetterie et agacerie du couple, est insignifiant. On ne comprendra que beaucoup plus tard l'utilité de ces indications. Il aurait fallu que nous le sentions aussitôt. Le lendemain, le drame est noué. Le jeune homme s'est ruiné pour la capricieuse et vaine Florence. Il a détourné plus d'1 million dans la firme familiale, banque, usine, où il est employé. Ses oncles, ses frères, réunis en conseil, lui épargneront la prison. Mais il lui donne 48 heures pour s'expatrier. Le jeune homme veut partir avec Florence. Il se sent fort, elle l'aidera. Florence n'a aucun goût pour le sacrifice. Elle feint de ne pas comprendre. L'amant, lui, ne comprend que trop bien. Nous le retrouvons dans un café de quelque port, plein de légionnaires, libérés qui rempilent, nouvelles recrues, russes, allemands, un vieux clairon, digne du livre de M. Desvallières, admirablement dessiné par M. Larquet. La suite de cette histoire, très largement développée puisqu'elle ne dure pas moins de 2 heures, montrera l'ancien Gandin, devenu le caporal Pierre Muller, aux prises avec le souvenir, matérialisé de troublantes façons. Le caporal Muller est à la fois viril et désespéré. Conduite intrépide au baroud, coup de cafard atroce au campement, à la caserne. Dans un cabaret de quelques garnisons marocaines, un soir de ribote, il reste fasciné devant une chanteuse maladroite. Pauvre fille à soldat, passive et empêtrée de ses atours. Sous la vulgarité de la toilette, de la démarche, l'expression avilie, c'est le portrait fidèle de Florence, mais elle est brune. Elle n'a plus la même voix. Muller, égaré, veut croire à un roman secret, une détresse, une déchéance qui aurait suivi sa fuite. Il torture de questions la fille, Irma qui n'y comprend goutte, qui fond en larmes. Les voilà liés. Irma, chérissant vite cet homme énigmatique, d'une douceur et d'une violence qu'elle n'avait jamais rencontrée, Muller, épris d'une image, acharné à la poursuite d'une impossible vérité. Il a placé Irma dans un petit bar où il loge lui-même, où elle pourra oublier son triste métier. Elle subit cependant les assiduités du patron, une brute que Muller tue dans une bagarre, moitié sciemment, moitié accidentellement. Le légionnaire, malgré tout, retrouve une espèce de bonheur. À sa libération, l'avenir semble bien s'éclairer. Un héritage vient de lui échoir. Il partira en France avec Irma, mais la veille du départ, il rencontre Florence.
Elle le déçoit à nouveau, plus cruellement encore, et sans le savoir, elle lui fait perdre son humble maîtresse. Irma n'est plus qu'Irma. Il la voit dans sa touchante mais triviale sentimentalité, tandis qu'Irma, confiante, rejoint seule Marseille, où elle l'attendra. Il va signer un nouvel engagement. Au matin de son départ, pour une nouvelle colonne, parmi les bouteilles décapitées, la patronne du cabaret, presque aussi grise que lui, et qui lui a déjà prédit tout son destin, lui fait encore les cartes. Le grand jeu. 9 de pique et 9 de carreau. Le présage de la mort. Sosie, amoureux qui se quitte sans se retourner, c'est bien de la littérature cinématographique, et même de celle que l'on a le plus fréquemment exploitée. Nous ne serions pas sincères en disant que cela nous importe peu. Nous préférerions, dans un film de cette qualité, ne pas reconnaître le squelette de quelque poncif un peu trop répandu. Mais nous savons aussi qu'il est assez illusoire de prétendre, hors de la pure fantasmagorie, inventer des situations romanesques, et qu'il importe plutôt de savoir l'usage que l'on en fait. Or, Jacques Feder a le don, si rare au cinéma, de vivifier par l'analyse le scénario qu'il a choisi. C'est le contraire du style banal, qui se contente d'enchaîner une suite de circonstances plus ou moins dramatiques, ne connaît d'autre ressort que la préparation de quelques coups de théâtre toujours prévisibles, que l'on repère souvent d'une lieue. Dans le grand jeu, Jacques Feder reprend ce travail qu'il mena au temps du muet, avec des fortunes diverses, et destiné à doter l'image trop crue, trop matérielle de la même vérité psychologique que l'écriture. Sans doute la parole lui est-elle un auxiliaire qu'il ne néglige pas, mais dont il n'abuse pas non plus. Un état de l'âme s'explique aussi bien par une attitude, un mouvement que par une phrase, et ce film est une suite d'états d'âme. Ce qui intéresse Jacques Feder, ce sont les réactions, les sentiments de ses héros, notés avec la délicatesse, l'âpreté d'un observateur attentif et frémissant. Il faut voir comment ces désenchantés, peints par touches successives, amers et serrés, sortent d'une assez piètre convention littéraire pour entrer dans l'existence véridique et pitoyable. Depuis bien longtemps, dans le cinéma français, on avait pleuré de larmes aussi sincères que celles de l'humble Irma, quand le soldat, la première nuit, l'abandonne. Voici encore un exemple de la manière de Feder. On a remarqué l'arbitraire du dénouement. Dans 20 autres films, construits sur le même schéma, Pierre n'aurait que des raisons théâtrales de quitter Irma. Mais une petite scène va éclairer cruellement et humainement sa décision. 2 jours avant leur départ pour Marseille, Irma quitte Pierre, toute joyeuse pour aller faire des achats de dames dans les magasins, ne pas être indigne de son cavalier. Quand elle rentre, Pierre a revu la vraie Florence, cactante, parée de toutes les grâces, futile, mais si flatteuse, d'une jolie oisive. Irma étale des robes de confection, endimanchées de perles et de festons, d'un mauvais goût qui eût certainement la veille attendri Pierre. Maintenant il compare. Au seuil de la vie civilisée et menteuse, il juge la compagne qu'il allait se donner. La bonne Irma déballe encore un cadeau pour lui, une cravate affreusement chamarrée. Peut-être est-ce cette cravate qui emporte la décision du malheureux. Hélas, qui pourrait en sourire? On compterait au cinéma les auteurs capables, comme Jacques Feder, de rendre intelligibles de telles nuances, sans insister, sans que le dialogue intervienne une seule fois directement. Exception faite des premiers tableaux, le caractère de nécessité que de telles préoccupations impriment à chaque image n'est pas la moindre vertu de ce film. Nous féliciterons surtout Jacques Feder d'avoir su éviter ces précisions oiseuses dont on croit bon au cinéma d'entourer n'importe quelle comparse. Le passé d'Irma, de la patronne, du russe reste flou dans ces menues circonstances, mais nous en savons bien assez pour deviner quel chemin ils ont parcouru. Ainsi, ce long film nous donne plusieurs leçons de sobriété. Quant à la Légion, Jacques Feder bénéficie sans doute du parallèle avec toutes les caricatures, les mélos qu'elle inspira à l'écran. Il n'épuise pas non plus le sujet,
mais sans jactance, avec une vigueur qui n'est jamais affectée, avec une grande franchise. Il a mis dans une douzaine de tableaux mains aspects irréfutables de l'admirable institution qui a permis à tant de vies brisées, avilies ou fermées, de se poursuivre avec honneur. Là encore, on notera que Jacques Fédère sait distinguer l'essentiel de ce qui a été surabondamment décrit ailleurs. Il ne commet pas l'erreur de nous montrer le dressage des recrues, la mort du caporal russe. Un seul morceau de bravoure, la scène du beuglant, qui se justifie d'ailleurs par l'abattage canaille de la divette. Ces cabarets coloniaux ont d'ailleurs été dépouillés par l'auteur de toute facile poésie, de tout bas romantisme, montrés dans leur morne turpitude. Tous les acteurs ont fait cette fois leur métier avec une conviction exceptionnelle. Nous ne connaissions pas, à M. Pierre-Richard Wilm, Muller, cette virile autorité, ces mots et ces gestes si profondément ressentis. Après avoir langui dans toute une série de plates opérettes, ce beau et fin garçon paraissait bien tenir le cinéma pour une besogne fructueuse, mais assez écœurante. Il lui suffirait sans doute de 2 ou 3 créations comme Le Grand Jeu pour perdre un reste de ton odéonien qui transparaît dans quelques scènes, d'ailleurs les plus difficiles à jouer. Mademoiselle Maribel, qui tient le double rôle de Florence et d'Irma, très médiocre dans le premier, qui est fort court, n'a jamais été plus sensible, plus vrai que dans le second. Le fameux bredouillement de M. Georges Pitoef devient à l'écran tout à fait inintelligible. On le regrette, car sa physionomie exprime bien le fatalisme souriant d'un caporal russe de la Légion. Mais les 2 compositions inoubliables du Grand Jeu sont celles de M. Charles Vanel, le tenancier somnolent, libidineux, visqueux, ventru, et surtout de Madame Françoise Roset, la patronne et la tireuse de cartes, à la démarche automatique, à l'argot désabusé, rôle qu'elle joue sans une seule référence aux innombrables modèles de ce genre, avec ce tact infini qui efface toutes les vulgarités. Pour tout dire, de l'âpre réalisme, certains dialogues de Françoise Roset et de Richard Wilm passent mystérieusement à la poésie. Ouvrez les guillemets. Le beau valet de cœur et la dame de pique causent sinistrement de leur amour défunt. Fermez les guillemets. N'est-ce pas le meilleur éloge d'un film et de quelques comédiens que de pouvoir, à leur propos, évoquer de tels vers? Les vers cités par François Vineuil sont de Charles Baudelaire.